toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Titre enregistré dans le studio du Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous recevons l'artiste photographe Raphaël Dalla Porta. Bonne écoute. D'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par lire quelques mots à ton sujet, histoire de se présenter. Surtout, n'hésite pas après à apporter les précisions nécessaires à cette introduction. Donc, tu es artiste photographe. Ton travail artistique allie les sciences et la technique pour explorer des thématiques principalement liées au temps, à la mémoire et à la façon dont les progrès scientifiques interagissent avec nos constructions sociétales. C'est en 2004, à l'occasion des Rencontres d'Arles, que ton travail a été mis en lumière avec la série Antipersonnel. Depuis, après avoir été pensionnaire de la Villa Médicis en 2014 et 2015, tu es lauréat de nombreux prix prestigieux dont l'ICP Infinity Award et le prix Niepce en 2019. Tu soulignes souvent l'importance des collaborations avec différents professionnels et experts lors des phases de recherche et de documentation de tes projets. Ton œuvre majoritairement photographique se déploie également dans des vidéos, installations et à travers de nombreux livres. Ton travail est aujourd'hui présent dans de nombreuses collections institutionnelles et privées. Début novembre, s'achevait ton exposition Éloge du temps, présentée à l'abbaye de la Selle, qui explorait notre relation au passage du temps, à sa mesure et ses prédictions. Encore plus récemment, c'est un livre, La grotte Chauvet hors du temps aux éditions Delpire & Co, qui est paru en librairie le 7 novembre. Livre imaginé d'après le scénario du film pour le planétarium La grotte Chauvet hors du temps, écrit et réalisé par Rémi Labrousse et toi-même. Et je souligne d'ailleurs ce titre, la conception graphique par le studio Atelier Pentagone. Voilà. Non, il n'y a pas d'erreur, juste c'est Rémi Labrousse. Labrousse. Parce que Labrousse, oui. Mais ça le fait toujours sourire, je pense. D'accord. Ça marche. Dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir sur tes études et ta formation, nous raconter comment ça s'est passé ? Alors, un tout premier temps, je peux remonter jusqu'où ? Bon, alors, non, oui. Peut-être d'où vient cette envie, peut-être avant et puis ensuite les études supérieures. Ouais, il y a un premier déclic des fois. Ouais. Alors, c'est peut-être pas quand... pourquoi pas, quand on m'a donné une sorte d'appareil photo porte-clés, que j'ai photographié les canards du bord du lac, mais que j'avais que 5 ans, ça c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être un peu trop long. Ouais, c'est peut-être un peu trop loin. Donc on le fait pas. Ouais, voilà. Je le fais pas. Le mieux c'est peut-être qu'on n'en parle pas. Et donc on n'en parle pas. Ouais. Non, pas de vision romantique, pas de premier album photo à 5 ans, j'ai senti que j'étais destiné à faire ça. Bon. Non, par contre, il y a eu au collège un pion un surveillant qui est venu quelques mois et qui a proposé à l'ensemble des collégiens de restaurer un laboratoire photo qui était derrière les baby-foot dans la salle de Perles, dont on ignorait l'existence. Et on était 2 à devoir lever la main parmi les 600 collégiens. Et l'autre, c'est un ami, toujours Alexandre Brousse, qui est mathématicien avec qui je collabore toujours. Et puis, voilà, j'ai fait mes premières planches contact et récupéré les chimies et continuer les développements chez moi dans ma salle de bain. Voilà, tout début. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que le photographe, c'était un métier. Ça, c'est venu bien plus tard. Par un ami de ma sœur qui faisait du film d'animation, qui a vu mes premières photos et qui m'a fait prendre conscience que c'était un métier alors on pouvait en vivre, on va en discuter, mais en tout cas que ça existait, qu'il y avait des formations. Il m'a incité à aller aux portes ouvertes des Gobelins. J'y suis allé en terminale. Je l'ai pas eu parce que j'étais pas préparé, que c'était déjà un concours assez difficile. Et je me suis fait 2 années de fac pour faire ma propre prépa, faire des stages aussi. Et puis je suis allé au Gobelin. Déjà, dès le lycée, tout ça, j'étais un lecteur d'une revue qui s'appelait Colors, qui était édité par Benetton et qui était fabriqué dans un sombre endroit d'Italie, vers Trévise. Il y avait ce crédit à la fin derrière des pages jaunes du journal. Et je rêvais de collaborer pour eux. Donc, à une époque de stage pendant des vacances, bref, je suis descendu là-bas.
Et j'ai rencontré les équipes de Colors, et puis j'ai vu qu'il y avait une résidence à Fabrica, j'ai postulé. Et à la toute fin des Gobelins, j'ai eu une sorte de période d'essai pour Fabrica, et j'y suis allé juste derrière les Gobelins pour presque 1 an. Voilà. Et comment se sont passés les premiers pas justement après ça? Comment on arrive, comment tu passes de ce moment-là à ton expo à Arles ou ailleurs? C'est quoi les jalons? Alors, déjà, j'ai beaucoup de chance dans mes choix, on va dire. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir habiter jeune étudiant à Paris. Et par contre, quand j'étais à la fac, j'ai eu la chance d'avoir Clément Chéroux, par exemple, comme prof, alors qu'il enseignait à la fac. C'était vraiment avant ses premières expos, avant qu'il soit commissaire. Il enseignait à la fois l'histoire de la photographie, il nous ouvrait aussi les laboratoires. Enfin, et je l'avais questionné sur quelle école faire, parce que les Gobelins, je connaissais, mais les autres, je connaissais pas. Louis Lumière, c'était trop pour moi au niveau scientifique. Je n'ai vraiment pas le niveau, même si j'ai beaucoup de curiosité pour ce domaine-là. Je n'ai pas de compétences au niveau scolaire. Et Clément m'avait contre-recommandé Arles à l'époque. Il m'a dit que si je faisais cette école, j'allais me prendre pour un artiste. J'ai suivi son conseil, mais resté les Gobelins que j'ai eus, et je l'ai retrouvé parce qu'il enseignait à nouveau là-bas. Donc c'est des cours passionnants justement d'histoire de la photo et qui m'ont ouvert plein de champs. Mais ta question, c'était sur C'était un bon conseil de pas faire Arles? Je pense parce que je pense que c'était une très bonne école du temps où ils ouvraient à la discipline, où non pas techniquement mais intellectuellement et au niveau de la pratique, ils permettaient à tout le monde qui s'intéressait à la photographie d'en faire. Mais je pense que ce serait une école, même pour parler plus de manière prospective, c'est idéal qu'elle soit encore des années de discernement justement pour former, parce qu'on en a besoin, des bons interlocuteurs en tant que commissaire d'expo, en tant qu'éditeur, en tant que restaurateur, en tant que... Bref, tout ce milieu qu'on fréquente, et à peu près toutes les écoles, si on est honnête. Si elles étaient honnêtes, elles ne diraient pas, mais c'est moins vendeur, qu'elles formeraient des photographes, mais des gens qui font ce milieu dans lequel on est. Et c'est vrai que c'est moins vendeur, mais c'est moins menteur peut-être. Parce que si on regarde à la sortie combien... alors j'ai l'air de faire le malin parce que je le suis, mais c'est surtout que j'ai réalisé que les meilleurs interlocuteurs que j'avais, c'était ceux qui avaient fait ce genre d'école, qui étaient allés jusqu'au bout d'un projet photographique, qui savaient ce que c'était qu'une création, que cet outil, que ce médium. Et ça va des éditeurs de livres, ça va des commissaires d'expo, ça va, voilà. Et ici même, Florian Ebner avait fait Arles, mais une directeur de la photographie à Pompidou, mais à une époque où justement c'était non pas dit comme des années de discernement, mais au moins ça posait un mémoire qui disait je vais m'orienter vers plutôt la conservation ou plutôt de la pratique ou plutôt voilà. Et pour revenir à la question de base, c'était du coup les premières expos, ça se passe comment après ton alternance, ton embauche à... Parce que tu termines les Gobelins et t'es embauché pendant 1 an. Oui, c'est une résidence, on va dire, pour prendre ce mot qu'on emploie partout, mais résidence au sens où on est logé dans une ville qui s'appelle Trévise, et on a un bureau qui est dans une zone industrielle qui est à quelques kilomètres de là, mais qui est quand même fabriqué par Tadao Ando, donc on est une sorte de monastère futuriste, et on côtoie plein de milieux, plein de jeunes avec des pratiques très différentes, du son à la vidéo, au new media, comme on les appelait avant, qui étaient les premiers à faire des sites web, et au graphic design. Ouais. Ok. Et donc oui, là, tu rencontres du monde, tu commences à faire tes premières expositions. Oui, des premières commandes aussi. Il y avait un studio, je commence à pratiquer pour moi aussi le studio.
J'ai comme voisin de bureau Peter Hugo, qui est pas la personne la plus facile à avoir à côté dans un bureau, mais qui est un super pote. C'est plus facile de sortir après, Okay. voilà, comme on faisait beaucoup là-bas. Ouais. Mais non, c'était des chouettes rencontres et aussi cette ouverture. Fabrica avait produit des films, donc de voir des gens de passage qui étaient les plus inspirants les uns que les autres et toujours très jeunes. Ouais. Et aujourd'hui, tu habites Paris? J'ai continué à habiter Paris. Il y a 2 fois où D'accord. Ok. Et tu vis de ton travail? Et je vis de mon travail, ouais. Tu vis de ton travail. Tu fais pas d'enseignement, par exemple, ce que tu nous racontais sur l'école d'Arles, ça t'arrive pas jamais de faire des workshops ou même, je sais pas si tu bosses dans une école d'art? Non, pas régulièrement, mais si, chaque année, je suis invité dans une école. Hier, j'étais aux ateliers de CEF, mais c'est pour un workshop. J'ai jamais eu de poste d'enseignant. D'accord. Tu penses que c'est important de vivre à Paris quand on fait ce travail-là? Non, c'est une vraie question. Moi, j'aime cette ville. J'ai eu cette opportunité quand j'avais 18 ans de pouvoir habiter Paris. Ça a été un désir longtemps, adolescent. C'était un vrai plaisir. Évidemment, tout change depuis quelques années et il n'y a peut-être pas l'effervescence qu'on peut rêver parce qu'on est tous exclus de cette ville en fait. J'habite dans le Paris Centre, mais je sens ce poids là. J'ai fait visiter aujourd'hui mon appartement pour peut-être déménager et de faire expertiser. On sent qu'on n'est pas loin d'être tous expulsés en tant qu'artiste, mais j'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, je bénéficie d'un atelier à Belleville. Je me sens quand même très bien dans plein de moments à Paris, parce que c'est une ville qui impose pas le rythme dans lequel on doit vivre. J'ai commencé ma carrière, j'ai rencontré mon épouse à New York et j'ai fait le choix de pas habiter là-bas, justement, parce que c'était une ville qui imposait trop son rythme. Et je trouve qu'à Paris, on peut encore... mais c'est dur de dire qu'on peut tout faire. Mais j'ai tout sauf envie de critiquer cette ville, mais c'est vrai que je vois qu'elle exclut trop encore d'artistes pour que ce soit la ville en pleine effervescence culturelle pour nous. Ouais. Tu peux nous parler de ton rythme de travail? Comment ça se passe entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu exposes le projet? C'est plutôt des temps longs, mais avec des dynamiques très variables, et ça depuis le début. Si je prends un des tout premiers projets antipersonnels, j'en ai le désir quand j'ai 17-18 ans de faire un sujet sur le déminage et sur le fléau que sont les mines antipersonnelles. Et c'est en 2004 que je l'expose. Mais du jour où j'ai les autorisations, il n'y a que quelques mois qui séparent l'expo à Arles en 2004. D'accord. Et ces autorisations, elles ont été sur 3 jours. Et c'est un projet que j'ai porté et que je porte toujours. Voilà. Donc il y a beaucoup de préparation. Il y a souvent le moment photographique est très bref et souvent très préparé. Et puis après, le livre n'est pas prêt tout de suite. Ça peut prendre 5-6 ans. Voilà, ça dépend. Et j'aime bien ça. J'aime beaucoup la phase de pré-production, de préparation à un projet. Ça, c'est j'aime beaucoup rencontrer, me laisser influencer, poser un champ des possibles très large et puis le restreindre. Et puis le jour des prises de vue, là, c'est restriction totale. Et ça porte une dynamique de projet que j'aime beaucoup. Ouais. D'accord. Juste les autorisations de quoi? Qu'est-ce qu'il fallait comme autorisation pour antipersonnel de pouvoir manipuler ces... Alors, pour antipersonnel, j'avais rencontré des démineurs sur le terrain à l'âge de 17 ans.
J'avais pensé à un projet assez large avec beaucoup de possibles, qui étaient à la fois du paysage, à la fois des portraits de ces démineurs, et puis aussi ces natures mortes de ces objets que je n'avais jamais vus. Et donc, les autorisations, ça avait été d'accéder à ces objets. D'accord. Et les objets originaux, pas des facsimilés que certaines ONG ont pour montrer au grand public d'où vient le danger, physiquement, mais les vrais. Et donc, l'autorisation que j'ai demandée, c'était pas loin du tout de Paris, c'était à Angers. Il y a une école du génie à Angers qui forme des démineurs. Et ils ont une collection, mais c'est une base militaire. C'est une école militaire et une école de renseignement, donc on ne rentre pas comme ça. Et ça n'a pas été simple d'y rentrer, surtout en étant affilié pour le CIRPOT, pour le service de l'armée, le service de presse de l'armée ou de communication de l'armée, étant affilié à un groupe comme Benetton de provocation et de machin. Ça ne m'a pas du tout aidé pour avoir mes autorisations. Donc ça s'est fait une fois que j'avais quitté Fabrica. Mais pourtant, c'est un projet que tu mènes de manière strictement personnelle, parce que tu es affilié à Benetton de par ton CV, mais il ne te porte pas là dans la réalisation, dans l'accomplissement de quand je l'ai formulé pour les premières fois, que j'ai fait mes premières démarches, j'étais encore à Fabrica. D'accord. Mais ça aboutissait pas, justement, ces autorisations, et dès que j'ai quitté, ça aboutit. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthodologie, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un processus que tu appliques au thème que tu choisis et qui serait toujours le même, parce que tu as parlé des mines antipersonnelles. Sur ce travail-là, tu es aussi parti en Afghanistan. Pas sur ce travail-là, sur un autre. Ouais, mais les deux se rejoignent quand même un petit peu dans le... Alors, c'est vrai qu'Antipersonnel, comme on a commencé d'en parler, a une grande influence après sur ma méthodologie. Mais à savoir que j'avais fait ce projet avec une vraie conviction, des convictions à la fois documentaires dans la méthode, mais je me suis fait reprendre, comme ça a été exposé très vite et avec une grande attention, à la fois médiatique, publique, enfin critique, sur l'esthétique, qui n'était pas vraiment un choix esthétique, qui était vraiment une des conventions, on va dire, muséales, de reproduire un objet à son échelle, de le reproduire tel qu'il était, de mettre une lumière pour qu'on comprenne bien son volume. Et chaque entretien, chaque présentation me renvoyait vers un geste esthétique, comme si j'avais fait autre chose qu'un travail très documentaire. Et ça m'a beaucoup questionné, et je pense que naïvement, parce que j'avais que 24 ans quand le projet est sorti, j'avais appliqué une méthode, mais je m'étais fait rattraper par l'esthétique fonctionnelle de ces objets. Donc ces photos n'ont aucune retouche, sont, on va dire, éclairées avec une grande attention, mais toujours pour donner le volume. Mais c'est surtout ces objets qui n'ont jamais été pensés pour être esthétiques, jamais pensés pour être même vus, ou beaux ou laids, mais justement, parce qu'ils n'ont jamais été pensés pour quelque chose d'esthétique, gagnent une esthétique que peu d'objets ont, si ce n'est des objets purement fonctionnels. Et ça me plaît, en fait. Et donc, dans mes projets, j'essaie d'appliquer la même chose, c'est-à-dire que de ne pas penser esthétique, de ne pas penser destination pour belle lumière ou autre, mais de penser des protocoles le plus opérant, le plus efficace, le plus appliqué possible. Et l'esthétique, j'ai confiance, elle viendra. Comme pour ces objets, ou comme plein d'autres objets qu'on connaît. Un exemple peut être, par exemple, l'aviation. Il n'y a aucun avion qui est moche, mais il n'y en a aucun qui est vraiment dessiné pour autre chose que bien planer, quoi. Et cette fonction complexe fait que esthétiquement, il y a peu d'objets qui leur arrivent. Le contre-exemple, ça pourrait être un casque. Dès qu'on veut faire un casque de moto un peu beau, il est vite démodé. Oui. Alors que les casques fonctionnels de l'armée, les casques d'un pompier, de toute génération, de toute époque, ont une valeur esthétique que peu d'ont.
n'avais pas prévu de parler de caisse de pompiers. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce rapport-là à de l'esthétique qui est plutôt de le laisser de côté, de le garder pour le plus tard possible dans le projet, qui fait que je peux être, disons, proche des préoccupations aussi des gens qui m'influencent dans ce projet sans les détourner pour des raisons esthétiques. Moi, j'avais vu un travail de toi sur l'esclavage moderne. Comment ces sujets-là, ils rentrent comment ça se fait qu'il y a un sujet qui, d'un coup, va t'interpeller au point de vouloir en parler? C'est quoi le déclic? Le déclic, ouais. Alors, le déclic, c'est ces rencontres, en fait, avec des professionnels. Donc là, le déclic, ça avait été au début une commande qui m'a donné accès à cette association qui est le Comité contre l'esclavage moderne, qui a été fondée par une journaliste qui avait enquêté pour la télévision sur un problème migratoire, du trafic d'êtres humains. Mais en clôturant son projet, il n'y avait aucune association, aucun interlocuteur pour les personnes qu'elle avait rencontrées dans son reportage. Et elle a initié avec des juristes, avec ce comité qui, à l'époque où j'ai fait le projet, avait plus de 300 cas en fait qu'ils avaient accompagnés, pas forcément jusqu'à un procès, mais voilà. Et donc disons, quand le cadre humain, disons, m'inspire que je vais pouvoir passer plusieurs années à collaborer, aussi que je vais pas déranger, que je vais pas réclamer quoi que ce soit en fait en tant qu'attention, si ce n'est disons qu'un temps partagé, réciproque, pas disons, pas d'instrumentalisation des causes, pas non plus de faire perdre du temps, c'est une drôle d'expression, mais en tout cas là je propose et puis après on dit oui ou non, mais ouais. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des boulots qui ont disparu de ton portfolio au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a des boulots que maintenant que tu assumes moins, que tu présentes plus, que tu as enlevé, ou au contraire, tu gardes tout, tu assumes tout? Alors, il y a plein de projets qui n'ont pas abouti, dans le sens où moi, l'aboutissement d'un projet, c'est souvent l'édition, c'est la monographie, c'est le livre. Donc, il y a pas mal de projets qui ont pas édité de façon monographique. Il y en a plutôt, et ce qui reste, c'est plutôt ceux-là. Si je dois faire le tri sans faire de tri, parce qu'un portfolio, c'est quoi? C'est pour qui? C'est très ciblé, en fait, un portfolio. Mais, non, je pensais un petit peu sur ton site internet, tu vois, des projets où, tu vois, 5 ans plus tard, tu fais tiens, non, en fait, puisque tu abordes des sujets qui peuvent être parfois un petit peu complexes, avec un regard singulier. Peut-être des fois, tu peux être pas à côté de la plaque, mais ça peut arriver aussi. Et justement, tu vois, quel est ton regard sur ce type de moment, si ça arrive? Il y a des projets, par exemple, en parlant de site web, ou même ça peut même être pour une conférence, que j'ai jamais présenté, que je suis très mal à l'aise qu'elle soit en JPEG projeté ou en JPEG sur un site web. Il y en a un en particulier, c'est Fragile, qui est un projet que j'ai mené pendant 6-7 ans avec des médecins légistes. Et c'est vrai que ces planches anatomiques, j'ai jamais trop aimé les JPEG. J'ai jamais trop aimé vous voyez ce que je veux dire dans JPEG, c'est cette image qui apparaît n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'était pas rien de faire ces vues d'anatomie, qui sont les organes isolés par les médecins légistes comme étant les causes de la mort de certains cas. Dans les expositions, je veillais toujours à ce qu'elles soient jamais face au public, mais que ce soit le public qui aille vers ces planches anatomiques, donc souvent à l'horizontale. Et puis il y avait d'autres images qui les accompagnent, qui sont verticales, mais qui sont plus des abstractions. Et voilà, donc c'est pour ça que des fois certaines n'apparaissent pas. Mais après, oui, effectivement, il y a des projets qui... Il
il y a un projet sur le Grand Paris qui a débuté avec la commande publique que je mène avec Philippe Vassé. On monte en haut des points culminants autour de Paris. On photographie les prochains points de vue sur lesquels on va aller. Ce projet, on a eu peut-être le malheur de l'intituler stationnaire. Et depuis qu'on a changé ce titre, c'est vrai qu'il n'évolue plus. Il est resté. Mais ça ne veut pas dire que voilà, je l'ai mis de côté pour des raisons stratégiques de présentation. Mais sinon, dans un dossier, dans un portfolio, oui, on choisit en fonction de la destination, de qui on va voir, si c'est un concours ou si c'est voilà, on sélectionne ces projets en fonction de celui qui correspond. Voilà, pourquoi tu montres tel boulot plutôt qu'un autre. Tu travailles sur plusieurs sujets en même temps? Ah oui, souvent. Ouais. Comme si tu es sur du temps long, j'imagine que les choses peuvent se superposer, s'entremêler. Ouais, je sais qu'à une époque, j'avais collaboré avec une galerie à New York qui justement avait beaucoup de mal avec ça, que parfois certains projets sortent quasiment en même temps, et alors que voilà, ils ont eu des temporalités différentes. Voilà, c'est pas très organisé, c'est pas. Oui, t'attends pas de clôturer quelque chose pour passer au suivant. Alors non, c'est juste que oui, comme ils sont sur des durées longues, c'est pas qu'ils s'entremêlent, mais en tout cas ils se succèdent et parfois ils aboutissent en même temps, et c'est pas voilà, c'est pas enfin ce qu'il y a de mieux, non, c'est comme ça, quoi. D'accord. D'une manière générale, ce qui va faire avancer un boulot, ce qui va donner une forme à un sujet que tu explores, etc., ce qui va précipiter la formalisation, le choix de format, de dispositifs de monstration ou autre, c'est purement organique, ça vient de toi. C'est parce qu'à un moment donné, le boulot est mature et tu le vois se projeter comme ça, ou c'est aussi beaucoup dicté par peut-être des calendriers, des opportunités d'exposition? Comment ça se passe un peu, ça? Alors, la forme ou la durée, la forme, on peut se dire qu'on a toutes les libertés, ça je me l'accorde, je m'interdis rien jusqu'à ce que il y ait quand même des réalités d'espace, des réalités économiques évidemment, de production, mais j'ai appris, alors c'est qu'au début de ma carrière, j'arrivais à autofinancer tous mes projets par un travail commercial que je faisais, qui était de la publicité. En fait, je faisais de la nature morte avec justement, quand on dit portfolio, là il y en avait alors qui était très appliqué. Mais donc du coup là c'est un travail c'est un travail photographique aussi. C'est un travail de commande publicitaire en photographie. Mais qui avait plein d'avantages, c'est que c'était des fois des commandes souvent très rapides. Donc pour moi, travaillant sur des temps longs, ça me faisait un bon break de passer 3-4 jours sur autre chose, et c'était un travail très appliqué, avec des bonnes équipes, avec des chouettes studios, avec des gens enthousiastes, voilà, qui payaient bien, et donc cet argent, je le réinjectais dans mes projets personnels. Donc je voyais ce que je pouvais faire. Je connaissais les moyens que j'avais en fait pour produire. Et s'il y avait besoin d'en plus, j'attendais un peu, et puis j'arrivais à trouver plus. Maintenant que je travaille que sur mes projets personnels, artistiques ou autres, j'ai appris aussi à travailler avec des économies. J'ai appris après quasiment, je vais pas dire à créer avec rien, mais aussi à faire des œuvres plus immatérielles, à pas être toujours dans des grands formats encadrés, sous verre, avec des coûts de production insensés. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi travailler avec des moyens. Donc c'est donc oui, les formes, elles sont très variables. Sur un livre, c'est très facile d'en parler parce qu'il y a l'économie d'un livre, le fait je travaille souvent avec des éditeurs qui connaissent bien justement cette réalité-là, et comme par-dessus tout j'aime les contraintes, on arrive à créativement sortir des belles choses en adaptant avec des contraintes.
Aujourd'hui, ce travail de commande photographique, publicitaire, rémunérateur comme ça, en parallèle ou en complément de ton activité artistique, c'est plus du tout de l'ordre... c'est plus du tout actuel. Je l'ai pas beaucoup recherché, je l'ai pas beaucoup cultivé. D'accord. Ça venait très bien et c'est des cycles en fait. Et puis c'est vrai que c'est pas quelque chose. Enfin, on faut dire qu'à partir de 2008, on a quand même connu une crise. Ouais. Et donc ceux qui avaient vraiment envie de faire ce métier-là, ils se sont vraiment agités. Donc moi, je m'agitais pas beaucoup dans ce domaine-là. Donc évidemment, on n'avait pas on est venu me chercher un peu, mais pas enfin voilà, ça s'est un peu tari, mais non, j'adore ça, moi, travailler en commande. J'aime beaucoup assister aussi. Ce qui m'arrive là, c'est d'assister dans d'autres domaines que la photographie, d'assister un ami scénographe ou vidéaste dans le domaine du théâtre ou la réalisation de clips vidéo et faire de la lumière, suivre une direction artistique. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc finalement, être au service, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc, je fais moins de mettre au service de choses commerciales comme la publicité, mais je le fais auprès d'amis. Voilà. Après, il y a un autre chapitre, c'est la partie bourse, concours, tout ça. Et t'es quand même une bête de course, là, pour le coup. T'es plutôt efficace, j'ai l'impression. Enfin, tous les gros concours, je te vois dedans très, très régulièrement. Ouais. Tu peux nous parler de ça? Avec quelle régularité? Comment tu les fais? Tu les fais tout seul? Tu fais tes textes? Tu sens comme ça que c'est le moment pour toi de présenter ce concours? Comment ça se passe? Oui, enfin, tu peux dire du mal des gens du milieu. Non, mais c'est pas des mal du. Non, mais c'est par exemple, je me méfie souvent de ces concours. Enfin, donc je lis vraiment bien les intitulés. Quand il y a marqué carte blanche, alors là, je me méfie beaucoup. C'est voilà. Mais j'y ai fait. Disons, un des premiers auxquels je réponds avec attention, c'est Plus qu'un rêve. C'était la voie unique que j'aurais pu espérer pour rentrer dans une grotte ornée qui est la grotte Chauvet. Ça a été un concours lancé par le ministère et par une association. C'était un concours. Et donc après, moi, voilà. Donc après, j'amène ça peut-être en dehors juste des clauses imaginées par ceux qui ont lancé le concours, mais c'est vrai que j'aime bien faire une proposition, me documenter. Ça fait déjà partie du travail que je fais dans mes premiers projets personnels. Au début, j'étais vraiment pas à l'aise d'écrire. Je pense que pitcher, enfin, esclavage domestique, j'aurais été incapable de le présenter ou voilà, il fallait le faire. Mais le nombre de personnes que j'avais à convaincre étaient les membres de cette association et voilà, je faisais tout en autonomie. Après, comme dans mes projets personnels, je travaillais un peu comme si c'était une commande. C'est-à-dire, comme si, c'est-à-dire de prendre une distance sur le sujet, de pas voilà. Ouais, bref, et surtout, je dis comme si, c'est-à-dire en analysant bien toutes les contraintes que m'apporte ce sujet. Et donc après, c'est quelque chose qu'on peut transposer aux contraintes que sont celles d'une résidence ou d'un projet où je vais vraiment d'abord bien recenser toutes les contraintes et les limites, et puis après essayer de les détourner, de les dépasser. Et donc la grotte Chauvet, c'était les contraintes du très peu de temps qu'on offrait, mais qui était déjà énorme, 3 fois dans la grotte Chauvet, mais seulement 2 heures à chaque fois. Un contexte pour faire de la photographie, on a connu mieux, pas de lumière, beaucoup d'humidité, et
et déjà beaucoup de photographies déjà faites dans les 20 premières années de cette découverte. Donc se documenter sur ce qui s'est écrit, ce qui s'est découvert vraiment dans ce lieu, et puis voir si ça touchait vraiment une de mes préoccupations premières, qui est, comme vous l'avez dit dans l'introduction, une des notions de l'idée de progrès. La grotte Chauvet, c'est un très bel exemple de quelque chose qui a retourné l'idée de progrès, vu que les datations ont montré qu'elles étaient plus anciennes que toutes les grottes connues, 36 000 ans, autour de 36 000 ans, alors qu'on était... On se trouve être plus proche de grottes comme Lascaux que le Lascaux ne l'est de Chauvet. Donc c'est bouleversant quand on voit que figurativement, voilà, c'est la toute-puissance de l'art, c'est fulgurant, c'est des enjeux même de perspective qu'on n'espérait même pas pour la préhistoire. C'est pas que des animaux de profil, c'est des animaux de trois quarts qui se tournent vers nous. C'est fulgurant et voilà. Et donc j'ai adoré évoluer dans ce climat, pas forcément de recherche, mais aussi de conservation, enfin de toutes ces problématiques, et puis de proposer des formes qui permettent de donner vie encore à ces images, de renouveler en fait ce mouvement qu'il y a dans ces images. Ok. J'y vais ? Oui, j'ai dû. Allez. Moi, j'allais passer au chapitre relations galerie-éditeur. Oui, c'était ma question. Est-ce que tu es en galerie et tout ça Oui, je suis en galerie. Je suis représenté par Jean-Kenta Gauthier. Depuis, on collabore ensemble depuis un peu plus qu'une douzaine d'années. Ouais, je compte plus trop vraiment. Ouais. Mais c'était pas évident dès le début de travailler avec un galeriste. Je me méfiais beaucoup de l'influence que ça pourrait avoir, vu que je m'étais forgé une autonomie complète de production et de création. Et donc, ça m'a pris quelques années, et c'est un ami commun, Rémi Coignet, qui nous a présenté un déjeuner. Et j'ai beaucoup été impressionné parce qu'il était très jeune à l'époque, et par la vraie vision qu'il avait de la photographie et de sa place dans l'art en général, mais surtout ça m'a c'est quelque chose qui continue d'entretenir et qu'il a toujours, et que je trouve très très inspirante. Mais c'était pas un souhait, etc., de jeunes artistes, de se dire pour en vivre, il faut que j'arrive en galerie, il faut que je puisse avoir des tirages qui se vendent, etc. C'est quelque chose qui s'est proposé. Alors, non, comment dire. Moi, j'ai fait une formation très technique. J'ai pas fait d'école d'art. J'ai pas ce truc qu'on a quand on fait les beaux-arts ou quoi, qu'il y a qu'une méthode pour arriver. Et puis mon but, c'est pas de travailler pour arriver à un sommet puis de bouffer tout ce qui. Non, c'est pas. J'aime pas trop ces effets de stratégie. Moi, ce qui compte, c'est de garder de l'autonomie, mais aussi pas travailler seul dans son coin, d'être toujours influencé par des bonnes personnes. Et donc, oui, à un moment, travailler avec un galeriste, c'est un très bon dialogue pour produire correctement, mais à condition que cette personne influence dans les bons moments des créations, quoi. Voilà. Mais justement, parce que la question qui vient derrière, c'est l'importance du point de vue extérieur. Ton galeriste ne présente pas un point de vue extérieur sur ton travail qui pourrait être pertinent au cours de l'élaboration, dans la formulation, dans la grammaire que tu vas mettre en place. Lui, il va plutôt t'accompagner sur le moment où tu mets au mur, en fait. Non, ça peut être un interlocuteur pour on évoquait les concours, par exemple, pour dès ce moment-là, je peux lui parler d'un projet et de la manière de le présenter ou de le formuler, ou d'éviter
de clarifier des fois des propos. Ouais. Voilà, il peut être là à ce moment-là. Il n'est pas là que quand il s'agit de mettre un clou au mur pour encadrer quelque chose que j'aurais produit dans l'atelier. Non, ça vient. Les dialogues, par contre, il suffit. Non, mais dans les choix de format, par exemple, peut-être. J'en sais rien. Parce qu'on est en photo, donc une couleur de baguette, ou au contraire, toi, tu maîtrises tous ces aspects-là. Moi, j'avais produit et même exposé avec pas seulement des festivals, des musées aussi, et collaboré avec des commissaires d'expo avant d'être en galerie. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs processus que je connais jusqu'au bout, mais j'ai quand même besoin d'interlocuteurs surtout de personnes qui se donnent à chaque exposition, à chaque foire, le challenge de faire quelque chose de penser différemment la manière de présenter les photos, la photographie. Et en version étendue. Moi, une bonne anecdote que j'ai avec Kenta, c'était pendant le confinement, quand on commence à la fin du premier confinement, quand on apprend que en fait on va être les premiers à réouvrir. Je dis nous, c'est-à-dire nous les galeries, c'est ces espaces qui ne sont pas des musées, qui eux ont ouvert bien plus tard, mais que dans notre espace à Odéon, qui est l'ancien placard Focoto, qui est pas ridicule, qui est un très chouette espace, mais qui est petit, on aurait pu mettre 3 personnes, voilà. Et qu'on s'est pas vu depuis 6 mois pour certains, et ceux qu'on aurait aimé inviter ou partager ce plaisir de pouvoir à nouveau s'exprimer dans des espaces, parce que c'est avant tout des espaces d'expression et des laboratoires aussi pour présenter des œuvres. Et l'exposition qu'on avait prévue avant l'arrivée du confinement, c'était un travail que je faisais avec l'Observatoire de Paris sur l'équation du temps. Et on s'était dit qu'on mettrait un morceau d'enregistrement, c'était un enregistrement quotidien de comment l'image du soleil rentre dans la salle Cassini et marque la différence qu'il y a entre le temps des montres et puis le temps solaire, le temps vrai. On aurait pu remplir le petit espace de cet enregistrement. Mais alors, quand on a pu réouvrir, qu'on s'est retrouvé pour envisager ce qu'on allait faire pour cette exposition, l'envie était vraiment pas là de remplir des murs, de choisir une baguette. Non. Et Kenta, qui a, disons, un background philosophique, qui a se met à me poser des questions sur vraiment au fond, pourquoi j'ai fait cet enregistrement, mais qu'est-ce qui est essentiel là-dedans. Et voilà, il va chercher toujours un retranchement un peu, pas existentiel, mais juste philosophique comme on aime, très, très posé. Et puis, il se trouve que cet enregistrement, c'est pas tous ces points de chaque jour du soleil, c'est pas une courbe alignée, c'est pas une ligne droite, c'est une jolie courbe en 8. Et en gros, et c'est pas un seul point. Le soleil ne revient jamais au même endroit. Il suit un joli parcours. Et qu'au fond, dans cette forme un peu mystérieuse, il y a quelque chose d'essentiel qui est que cette courbe, elle est due à l'inclinaison de la Terre, elle est due à plusieurs miracles, surtout du fait qu'il y ait de la vie sur Terre, et qu'en gros, c'est pas rien en fait d'enregistrer ça. C'est de montrer que si on est là, c'est grâce à des équilibres qui nous dépassent fortement. Et on s'est quitté en disant ça, ce serait vraiment intéressant de le partager. Mais pas d'idée formelle de comment on allait faire. Mais juste cet entretien, cet échange m'a inspiré de prendre cette valeur de l'équation du temps et de la mettre en partage et en échange. Et donc derrière cet entretien que j'avais fait avec Kenta, on a dit on va faire ça, on va renouveler ce qu'on s'est fait dans l'espace de la galerie. On va prendre 2 assises, on va prendre une montre, on va chronométrer des échanges qu'on pourra faire avec les visiteurs, vu qu'on peut faire que rentrer 2-3 personnes. Donc je ne séparerai pas les couples qui sont inséparables, un couple ou un père et une fille et sa fille, ou bref, et on partagera ce temps et ensemble on a dessiner un formulaire qui est, une attestation comme quoi un échange alors si c'était 3 minutes et 48 secondes, parce que ce jour-là, la différence entre le temps des montres et le temps solaire pour le lieu d'Odéon était 3 minutes 40, je sais plus ce que j'ai dit, 46.
et ben, la personne co-signerait une attestation qu'un échange a eu lieu. Et une autre idée est venue, que c'était de faire une copie carbone, et donc je gardais la copie carbone, mais j'offrais l'original à la personne qui co-signait. Et voilà, donc c'est une expo qui est venue d'une contrainte, mais qui est venue surtout une envie de pas forcément se faire ce qu'on s'était dit, mais jusqu'au bout, de faire vraiment ce qu'on avait envie de faire à fond, quoi. Et pour chaque expo, les titres viennent très tard, le choix des œuvres, disons, finales viennent aussi très tard, parce que jusqu'au bout, on fait ce qu'on a vraiment envie de faire, avec une liberté qu'on n'a pas dans les musées, qu'on n'a pas. Voilà. D'où l'idée d'avoir un galeriste qui est plus dans un mode laboratoire et qui nous permet de produire, parce que le but ultime, c'est pas uniquement de vendre, c'est aussi, avant de vendre, c'est d'émouvoir les personnes. Et donc, ça, ça peut arriver que si on fait vraiment ce qu'on a envie, c'est ce qu'on a envie de défendre. Ouais. Non, quoi. Vas-y. Ton rapport avec les commissaires, du coup, j'embraye. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des espèces de relations qui suivent de longue date, un peu comme de ton galeriste depuis 12 ans ? Ou est-ce qu'au contraire, on t'invite ? Je sais que tu as pas mal travaillé avec Nathalie Achdorfer, par exemple. Ouais. Comment ça se passe ? Est-ce que tu vas les chercher des fois ? Nathalie, elle se trouvait être commissaire quand j'ai fait une expo au musée de l'Élysée, donc c'était une superbe rencontre parce que son directeur l'avait confié, puis voilà, il y avait sûrement une envie de son côté. Moi, je la connaissais pas, je l'ai appris à la connaître en travaillant sur une expo, qui est un vrai plaisir. Après, ce que j'adore faire c'est aussi d'emmener les commissaires. Alors non pas sur forcément mes terrains, mais quand c'est possible, pourquoi pas. C'est-à-dire de pas juste considérer les œuvres, mais de les emmener s'il y a une continuité dans les projets. C'est arrivé avec, par exemple, Rémi Labrusse, un ami que j'ai rencontré par l'édition, par l'assistante de Xavier Barral, Emmanuel Kouchner, qui me l'a présenté. Pour le premier livre sur la grotte Chauvet, de monter une exposition, parce que lui m'y avait invité à l'époque où ici au Centre Pompidou il faisait l'expo Préhistoire et modernité, de faire une autre expo à Nanterre sur le même thème, et après de lui proposer de collaborer à un film qui est donc de lui proposer l'écriture du scénario, de coécrire ensemble le scénario d'un film que je faisais sur la grotte Chauvet, que j'avais proposé au planétarium. Et voilà, donc c'est d'emmener les gens, pas forcément pour faire toujours du commissariat d'expo, mais de s'embarquer dans des nouvelles aventures, et voilà. Et ça te va, Marceau, si on passe direct, parce que on arrive à la fin. On arrive à la fin. Je sais pas combien de temps il nous reste. Est-ce que ça te va si on va direct à Réseau Diffusion, oui. pour poser les questions qui vont un peu conclure. Est-ce que tu peux nous parler de la représentation ? Est-ce que tu participes à des vernissages, des rencontres ? Est-ce que tu sors ? Est-ce que tu vas voir les copains ? Est-ce que tu vas voir pas les copains, tout le monde ? Comment tu fais ? Alors, c'est vrai que je vais très peu dans les expos-galeries. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Parce que, peut-être, je sais, mais vraiment, je me demande pourquoi, parce que j'aime. J'y découvre souvent des choses, mais c'est vrai que j'ai pas. Voilà, j'y vais effectivement pour les amis, j'y vais mais pas. J'ai pas d'itinéraire favori, et j'ai beaucoup de mal avec l'accueil dans les musées, de plus en plus. Peut-être tu veux dire du mal de quelqu'un, peut-être ? Non, juste. Nous, on cherche du buzz, hein, vraiment. Donc. Non, c'est plutôt l'accueil. Je sais pas comment dire, le fait de venir ici, toujours passer plusieurs portiques, justifier d'un ticket pour obtenir une gratuité ou non, avant de voir une œuvre. Voilà, il y a plein de choses désagréables. Il y avait un grand éclat après le confinement de « Oh, vous nous avez manqué, on va… » Et en fait, on n'a rien fait pour améliorer
l'accueil, ça c'est même presque empiré. Et c'est vrai que ça... ouais, j'ai du mal avec les... Sauf peut-être au Centre Pompidou qui nous accueille aujourd'hui. Où vraiment, c'est... Ouais. Non, le Centre Pompidou, quand j'étais parisien, j'arrivais à Paris, c'était un lieu traversant, quoi. C'était voilà. Mais bon, on ne va pas faire le vieux con qui raconte. C'était mieux avant. Mais en vrai, je trouve que nos milieux, pour émouvoir, pourraient se rendre plus accessibles, plus ouverts. Comme non, des exemples, c'est le 104 par exemple, qui quoi qu'on vienne voir, que ce soit une pièce il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir, vraiment. Donc oui, il y a des gens qui techniquement, parce qu'en fait ce truc-là demande une technique, arrivent à créer des relations sociales plus que juste consuméristes, de venir voir des œuvres. Et tu as une mailing list, tu as un site internet, tu as des réseaux sociaux, tu vas sur TikTok. Comment tu fais? T'as comme si tu vas pas au vernissage. Alors, j'ai un site web sous forme de PDF. Ouais. C'est-à-dire si j'aime... pourtant, j'aime bien tout ce qui est programmation et tout, mais c'est vrai que que je dois renouveler quand il faut. Pas beaucoup de fois par an. Écoute, un portfolio. Vraiment, c'est le portfolio. Un PDF. Tout ce que j'appelle, tout ce qui est alors j'utilise le mail, ça c'est sûr. C'est même mon unique vecteur. J'ai aucun réseau social. On a bien fait de te taguer sur Instagram du coup. Oui, je suis tagable, je crois. Mais c'est vrai que je n'ai jamais entretenu. J'ai pas d'affinité avec ça. Oui, c'est juste parce que ça t'intéresse pas bêtement, quoi. C'est pas par refus, c'est pas par méfiance ou... Non, ça doit être que je suis têtu et que la première fois qu'on m'a parlé de Facebook, j'ai dit non. D'accord. Et c'était justement un vernissage, une copine qui croise quelqu'un qui a l'air super sympa. Normalement, je pensais qu'on allait continuer à papoter avec, mais ça dure que ça dure 3 phrases et puis il repart dans son côté, on part dans l'autre. Et puis je dis, mais c'est marrant, tu disais qu'il y avait longtemps que tu l'avais pas vu. Ouais, mais on s'est retrouvés sur Facebook il y a 2 jours. En fait, j'ai rien à lui dire. En fait, c'est un et je dis, c'est quoi Facebook? Donc elle m'explique qu'il y aurait plus de journée avant que j'en entende pas parler, vu que c'est un gros phénomène mondial, machin. Je dis, mais si ça sert à ça, j'en veux pas. Et donc je suis un peu têtu peut-être parce que j'ai pas. Ça peut, on pourrait dire, jouer des tours, mais en fait. Je sais pas, j'ai souvent des confessions de gens qui en sont saturés émotionnellement de ce flux de... Et donc voilà, je résiste encore à vos autres dispositifs, mais bref. Et tout ce qui est en tant que mail qui est pas personnel, j'appelle ça spam depuis le début. Donc oui, des fois je revois des spams pour inviter mon réseau à un événement, mais en fait c'est devenu de plus en plus sympa les mails, de plus en plus finalement cordial. Donc voilà. Et je les écris uniquement sur un ordinateur avec un clavier avec des doigts. J'arrive pas à écrire sur des écrans. Donc voilà, c'est mes limites techniques. Ok. Tu veux quoi? C'est la fin? Non, l'anecdote. Oui. Est-ce que t'as une anecdote foireuse, un ratage, un vernissage? Elle était pas bien mon anecdote de Facebook. Qui se casse la gueule. Non, c'est pour une autre. un truc un peu humiliant, si possible. Sauf si t'as le nom de la personne que tu n'as pas aimé. Que tu peux donner. Non. Non, mais voilà, faut être des convenus où tu te dis putain, on bosse avec les gens qui m'entourent, etc. On fait tout bien et puis clac, ça foire, il faut tout recommencer à la dernière seconde ou alors. Ouais, parce que en fait, faut le dire, c'est que, Marceau et moi, on s'appelle à peu près tous les jours. Ouais. Et c'est 100% du temps, c'est de raconter à quel point on a le seum que ça se passe mal systématiquement. Et c'est compliqué d'avoir des artistes qui réussissent, qui viennent nous voir ici. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça se passe bien. Et moi, je me dis, c'est pas possible que ça se passe toujours bien.
Ah oui, non, c'est sûr. Non, mais après, moi, je suis le pro pour râler pendant des heures, mais c'est vrai que je sais pas. Non, Là, t'as pas d'aigreur. T'as pas d'aigreur à sortir, là. Putain. En fait, non, mais vous avez dit qu'il fallait proposer quelqu'un. En fait, je pense que mon épouse, elle doit subir beaucoup mes râleries au quotidien de frustration qu'en fait, bah oui, des fois, je pense pas que ce soit forcément uniquement un ego trip, mais c'est vrai que des fois, on se sent vraiment pas honoré à avoir fourni des choses culturellement exclusives, avec beaucoup de patience. C'est le cas de mon film qui est un bel aboutissement, mais on n'a pas pu le célébrer comme il faut parce qu'on était dans une institution qui dépasse de 4 fois Beaubourg, qui est la Cité des sciences de l'industrie, et que un soir de vernissage dans ce gros truc, bah en fait, t'existes pas. Le truc devient complètement anecdotique. Là, t'as beau avoir fait un film pendant 5 ans, l'avoir amené jusqu'au bout et dans une résolution insensée, bah, on sait pas qui en a à la salle, on discute dans le vide et puis on n'a pas de... Et nos invités se sont perdus dans le dédale de cette institution qui est vraiment trop grande, mais et dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à faire quelque chose, mais on a réussi à le faire. Donc non, je vais pas râler. Je vais garder l'esprit qu'on est allé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que le moteur, c'est la bande d'amis avec qui on peut créer les choses et parfois dans ces institutions qui font pas les choses pour les œuvres, qui le font parfois pour une hiérarchie, parfois pour leur poste, parfois pour des intérêts sauf privés. Le Centre Pompidou, par contre. Ah oui, toujours. Ouais, non, toujours. Non. Ouais. C'était quoi, Non, c'était pas vraiment... Ils sont super. Tout. Du coup, on est invité gentiment et tout, donc du coup, je fais genre, attends. Ouais. Dernier truc, est-ce que tu peux nous proposer un nouvel invité qui pourrait être intéressant pour nous, pour continuer un petit peu les choses qu'on s'est dit là. Est-ce que tu as quelqu'un en tête avec qui tu pourrais nous connecter pour compléter ce que j'ai dit? Non, mais ça peut être mon épouse Alexandra Catière, qui est donc une artiste photographe aussi, cool. Qui a reçu cette année le prix Caméra Chiara, donc qui peut-être et puis vous pourrez mesurer à quel point on est différents, c'est rigolo. Mais et sinon, selon les dates et ses envies, mais pourquoi pas proposer à Kenta, Jean-Kenta Gauthier, qui pourrait aussi peut-être évoquer en creux, parce qu'on a passé voilà. Ok. Bah, super idée. On va aller par là. Raphaël, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à tout vite. À bientôt. Merci. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les informations et actualités de Raphaël sur son site raphaeldallaporta.com. Rendez-vous sur notre page Instagram @sentite.cast pour y retrouver toutes les informations, actualités et futures publications sur YouTube et Spotify. Un grand merci au Centre Pompidou, à Cyril et à son équipe pour l'enregistrement, le soutien et l'accompagnement. À la présentation, c'était Thibaut Brunet et Marceau Truffaut. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.